Prix des carburants, des voitures, de l'alimentation, tout le monde le sait et tout le monde le constate à la fin du mois. La cherté de la vie fait qu'énormément d'habitants doivent consacrer une grande part de leur budget aux produits de première nécessité. Les prix à la consommation sont bien plus élevés dans les départements d'outre-mer que dans l'Hexagone. Un écart en grande partie imputable au prix des produits alimentaires, plus de 42% en Guadeloupe, plus 40% en Martinique et en Guyane, 36% à la Réunion, au point qu'il y a 2 semaines, dans un rapport d'information de la délégation sénatoriale aux Outre-mer pour le secteur de l'alimentaire, les rapporteurs préfèrent désormais parler d'une extrême vie chère et qui devra faire l'objet, je cite, de vrais remèdes et plus seulement de simples pansements. Côté gouvernement, Manuel Valls a annoncé qu'un projet de loi contre la vie chère outre-mer sera présenté dans les mois qui viennent. En attendant, ici en Guyane, le collectif Stop Vie Chère poursuit ses réunions de travail et tables rondes afin de trouver des solutions en local. Pour en parler, 2 invités ce matin. Yvan Goua, bonjour. Bonjour. Et vous êtes avec Paul Tarcy, bonjour également. Bonjour. Tous les 2 membres du collectif Stop Vie Chère, composé, je le rappelle, ce collectif de plusieurs associations et de partis politiques. Merci beaucoup à tous les 2 d'avoir accepté notre invitation ce matin pour parler du travail que vous faites depuis plusieurs mois maintenant. J'aimerais déjà, Yvan Goua, qu'on revienne et qu'on explique un petit peu votre démarche depuis le mois d'octobre. Il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup de discussions. Qu'est-ce que vous faites, qui vous avez rencontré et surtout, c'est quoi votre méthode, on va dire, finalement ? Alors, merci, bonjour aux auditeurs, bonjour aux internautes, à ceux qui nous suivent. Donc, Yvan Goua pour l'association Trop Violence et bien sûr, je suis accompagné de mon camarade Paul Tarcy de Guyane Rassemblement. Donc, du coup, l'objectif, nous, dès le départ, c'est de ne pas aller en ordre dispersé face à l'État. Nous savons que la vie chère, vous avez entendu, il y a la loi Valls qui doit sortir, oui. L'UREL aussi travaille sur une loi. Donc derrière, il s'agissait en fait de ne pas s'imposer, dire on sait tout, on est la science, nous savons tout et nous pouvons y aller comme ça, non ? Oui. Surtout sur un sujet aussi difficile. Aussi difficile, aussi vaste, oui. Parce qu'on parle de la vie chère, mais du coup de plusieurs, de tout. On parle de la vie chère aujourd'hui, on va nous parler des commerces de proximité, on va nous parler de la grande distribution, mais on va aussi nous parler de la production locale. Donc bien aussi nous cadrer. Il était question aussi de cadrer nos travaux. Parce que nous sommes des militants qui sont aguerris, habitués d'être sur le terrain. Donc, il faut qu'on ait des résultats. Il ne s'agit pas d'y aller pour y aller, on le sait. Oui, on va baisser les prix sur 3000 articles. Et puis après, 2 semaines après, le prix aurait augmenté. Donc, cadrer les travaux, rencontrer un maximum de personnes, discuter avec un maximum de personnes qui sont concernées par cette vie chère. Le principe de réunion de travail. Et n'empêche que aussi dire aux gens qui trouvent que par exemple depuis octobre ça fait long, nous avons des activités par ailleurs, Nous sommes tous sur nos activités en parallèle. Donc ça fait par exemple qu'on a rencontré la Sarah à 2 reprises seulement. Ça fait qu'on a rencontré la grande distribution à 2 reprises simplement. Ça fait pas 10 000 réunions. Ça fait que nous devons rencontrer CMA-CGM parce que c'était prévu lundi et ça a été reporté et nous espérons que ce sont des gens des paroles et que effectivement il y a eu un aléa de calendrier mais qu'on n'en est bien que là et j'adresse ce message au directeur général de CMA Guyane. Nous sommes à l'écoute et nous sommes là et nous attendons qu'il replanifie ce rendez-vous. Et ensuite, nous avons aussi donc, plusieurs réunions par contre avec la collectivité territoriale de Guyane. Aussi bien nous, en interne collectif, chaque semaine on se réunit. Oui. Mais aussi on a souvent rencontré la collectivité parce que c'est la collectivité majeure, donc la CTG. Et aussi, on a rencontré le président de l'association des maires aussi. Mais je veux dire que derrière, pareil, concerné par l'octroi de mer, concerné par le développement des filières, concerné par l'investissement sur le territoire. Donc derrière, il était important pour nous. Donc tout ça a commencé en octobre, mais finalement, on a rencontré la CTG pour les premières réunions de travail en décembre. Voilà, 10 décembre quand même. Donc, vous voyez, octobre, décembre, il y a déjà 2 mois qui sont passés. Et donc, ensuite, les premières, la grande distribution, finalement, la première réunion, c'était février. On a rencontré aussi les parlementaires, j'aimerais dire, enfin, les députés, dans les parlementaires, les députés. Pourquoi ? Parce qu'on parle de la loi, de certaines lois de réglementation qui sont justement imposées au territoire guyanais, sachant que nous avons des spécificités. Donc, voilà, c'est tout. C'est l'objectif, la stratégie. Réunir tout le monde. Réunir tout le monde. Oui.
faire une feuille de route qui corresponde aux problématiques du territoire et aller chercher les solutions. Paul Tarcy, de votre côté, je le rappelle, vous êtes membre de Guyane Rassemblement, c'est un des partis politiques qui a rejoint le collectif. Est-ce que vous avez vraiment bon espoir, on va dire, que sur un sujet aussi complexe et systémique, vous arriverez à aboutir à quelque chose de significatif en discutant justement et en négociant avec les acteurs ici en local en Guyane? Je dirais oui, parce que dès le début, on a commencé un travail dans le sens d'où ça devait aller. Oui. Parce qu'on pouvait bien commencer par la rue. Et on sait que bien la rue n'a pas de limite, il n'a pas de frontières, il n'a pas comment dirais-je, article et tout ça. Donc, il vaut mieux commencer par le bon bout. Oui. Parce qu'on a bien vu que les autres qui ont commencé comme ça, je dirais que ça n'a rien donné après. Ça a donné plus de la misère que rien. Et tandis que là, on est là à travailler avec les concernés, savoir comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et aboutir à arriver, comme le disait Ivan, avec l'État. Et si en arrivant avec l'État, avec toutes leurs lois, les articles et tout ça, ils nous tournent en farine, là, on peut faire appel à la rue. Et comme ça, en arrivant, on a des choses à dire. Et même les concernés savent qu'on a travaillé avec eux. Ils ne peuvent pas dire que... Mais tandis que vous êtes légitime finalement pour représenter les intérêts du peuple guyanais sur cette question-là de la vie chère. Ah oui, oui, parce qu'on sait de quoi on parle. On vient que des arbres. Il faut faire la part. Ouais. Il y a trop de violence, il y a MDS, il y a tout le monde. Mais ça, c'est un autre travail. Ivan Goua, c'était volontaire de votre part, voilà, justement, d'entamer dès le départ, depuis votre création au mois d'octobre, cette méthode-là de concertation et pas une mobilisation dans la rue. Et là, évidemment, on pense tous à ce qui s'était passé en Martinique il y a quelques mois. En fait, l'association Trop Violence, on l'avait dit, on a été interpellé dès juillet par le RPRAC, en fait, de la Martinique. Et d'ailleurs, on avait initié des actions aussi en tant que Trop Violence en septembre. Et effectivement, c'est un choix. On fait une réunion publique fin octobre pour pouvoir justement appeler à la mobilisation. Mais nous savons en fait en Guyane, parce que beaucoup font comme s'ils ne savent pas. C'est toujours les mêmes personnes qui se mobilisent. Ce sont les militants, ce sont des entités engagées. C'est nos adhérents, nos sympathisants qui sont dans les réunions publiques. Et puis après, quand le truc, la mayonnaise a pris, c'est là que la population, les gens, voilà, les personnes, les citoyens viennent nous rejoindre. Mais nous sommes souvent, souvent seuls, en tout cas, au départ des mobilisations et des grandes manifestations. Donc derrière, oui, c'est volontaire. C'est volontaire pour pouvoir ouvrir, aller, voilà. Et puis derrière, ce choix de discussion-là, parce que nous l'avons dit, je disais aux Martiniquais, nous n'avons pas les mêmes problématiques. Oui. Et ils le disent de plus en plus. On était sur d'autres médias. Les gens appellent pour dire oui, mais nous, c'est les commerçants, notre souci. Les commerçants vont acheter certains commerçants vont acheter dans les grandes distributions et vont nous revendre ultra plus cher. Et donc derrière, c'est pour ça que nous réfléchissons à la construction des prix, au contrôle aussi quand même de ce qui se fait sur le territoire. Pouvez-vous imaginer qu'il n'y a pas d'autorité de la concurrence en Guyane ? C'est quoi ce truc ? Il n'y a pas de... Là, l'autre fois, il y a eu la sécheresse à Maripasoula, des bouteilles de gaz se vendent à 100 €. Les agents de l'État se déplacent là-bas, une petite tape sur la main, et puis on est reparti. Et puis finalement, les bouteilles de gaz se vendent encore aujourd'hui à 100 €. Donc il y a une vraie problématique de contrôle, et puis de structuration des prix. Et puis, c'est difficile de demander aux habitants de Maripasoula, par exemple, encore une fois, le désenclavement du territoire, de consommer de l'essence ou du carburant de Cayenne, par exemple, qui viendrait peut-être de Cayenne, alors qu'ils ont juste en face du carburant beaucoup moins cher. Vous voyez ? Paul Tarcy, là-dessus, est-ce que un des problèmes finalement de ce sujet de la vie chère, c'est qu'à chaque fois on parle de la vie chère en Outre-mer, en oubliant, et Ivan Goua a commencé à le dire, qu'il y a des spécificités guyanaises en fait qui ne ressemblent pas à celles qu'on peut trouver à La Réunion ou aux Antilles, par exemple. Déjà la Guyane est particulière à toutes les autres. En infrastructure, déjà, ça, c'est pas pareil. Il faut dire aussi, je profite de dire que on ne travaille pas sur nous seulement. On communique aussi avec le grand public parce qu'on a fait déjà 2 grandes réunions. Avec et dont une il y a quelques jours à l'université, pour faire un compte rendu de ce que vous avez commencé à travailler. Commencé à faire. Et comme on dit que c'est ouvert, et ils savent parce que ça passe sur les réseaux, on en discute. Donc on ne travaille pas. Alors, effectivement, nous on est particulier parce que on ne peut pas déjà s'approvisionner officiellement
ni avec le Brésil, ni avec le Suriname, ni tout ça, c'est une grande difficulté. Hein? Donc, on ne peut pas faire comme les autres. Il faut faire comme nous, comme ça nous ressemble et comme qu'on doit faire nous. Hein? Parce que bon, c'est vrai que, comme il disait, on ne peut pas aller à Maripasoula à n'importe quelle heure. Ouais. Mais on ne peut pas aller à Ko à n'importe quelle heure. On ne peut pas aller à Wanari. Les habitants de Wanari ne peuvent pas venir. Donc, il faudra travailler en fonction, comme ça nous ressemble, quoi. Enfin, je dis comme ça nous ressemble. À notre, et prendre en compte des problématiques, pour le coup, qui sont 100% guyanaises. Alors, deux priorités. Oui, allez-y. Deux priorités pour rappeler à la population. Une priorité, on va dire. Donc, carburant et panier de la ménagère. Oui. Puisqu'on a dit qu'après, effectivement, nous allons travailler aussi sur l'électricité, l'eau, les loyers et les billets d'avion. D'accord. Mais là, une sectorisation finalement de la vie chère et ne pas aborder le sujet comme ça de manière globale. Okay. Voilà, globalement. Et surtout qu'en fait, on avait des éléments. Il y a le rapport de l'IGF pour le carburant qui dénonce quand même des choses aberrantes. Et d'ailleurs, nous nous en servons beaucoup et nous nous en servons pour faire une action en justice et pour aussi chercher d'autres sources d'approvisionnement. La CTG a lancé, après discussion avec nous, cet appel d'offres. Et donc, et le panier de la ménagère, le rapport AJAR, et puis toutes ces discussions qui se font actuellement. Donc derrière, il y a des éléments pour pouvoir avancer rapidement sur ces sujets-là. Donc, priorité 1. Et puis les autres vont être impactés par la priorité 1 parce qu'on travaille par exemple sur l'octroi de mer, sur les transports, donc ça concerne aussi certaines autres priorités. L'idée de vous avoir aussi ce matin, c'est de faire un petit peu le bilan, on va dire, des discussions et des tables rondes que vous avez organisées. Est-ce que déjà tout le monde joue le jeu, Paul Tarcy, la CTG, les services de l'État, la grande distribution, les entreprises, les transporteurs, est-ce que voilà, vous avez l'impression que depuis le mois d'octobre, quand vous allez toquer un petit peu à la porte de tout le monde, on vous accueille avec une certaine envie de discuter quand même? Alors déjà, nous accueillir, c'est très bien, mais derrière, on ne sait pas. Mais oui. Ça avance. Ça avance. À mon avis, le travail se fait bien. Tout le monde porte sa part et on contribue à quelque chose de... Bon, alors que l'État, on a pas encore rencontré l'État. Non, pas encore de discussion avec la préfecture. Mais avec la CTG, on a fait quoi, 11 ou 12 réunions déjà? Oui, c'est qui nous a annoncé hier 12 réunions. D'accord. Ah oui, déjà. Donc derrière, on rencontre la SARA et la SARA va nous dire... à plusieurs reprises, la SARA d'ailleurs. 2 reprises. Oui. Et donc en fait, c'était une première reprise, exposer les faits, et puis deuxième réunion où ils devaient nous apporter des solutions par rapport à nos demandes. Nos demandes sont claires sur le carburant, par rapport à la SARA. On veut être fourni directement en Guyane par des produits finis, puisque en plus le rapport l'a dit qu'ils le faisaient. Pour le rapport dit 60%, eux disent 40%, c'est quand même 40%. Et donc du coup, on veut que ça bénéficie directement à la Guyane, puisque nous, la raffinerie, elle n'est pas sur notre territoire. C'est pas pour dire que les emplois, ça nous concerne. Et voilà, donc derrière, on a demandé ça. On a demandé aussi du coup que il y a cette rémunération des actionnaires prévue par la loi. C'est magnifique. Moi, j'aimerais bien. Du coup, je pense que tout le monde aimerait être actionnaire de la SARA parce que du coup, on a 9% garantie. Ça fait quand même 23 millions d'euros, il me semble, si je ne suis pas à dire de bêtises. Mais bon, je veux dire que c'est quand même beaucoup d'argent. Et donc, du coup, alors à chaque fois, on me dit oui, mais c'est du capital, nanana. Mais bon, c'est quand même beaucoup d'argent garanti. C'est vrai que c'était une condition pour pouvoir les faire venir et investir sur le territoire. Mais bon, maintenant, c'est bon. Donc, on estime que ça suffit. Donc, on voudrait voir cela revoir. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les parlementaires, parce qu'il y a une loi à faire bouger. C'est quand même la loi Lurel qui sanctuarise tout ça. Donc, derrière, par exemple, la SARA va nous dire non, c'est pas chez nous qu'il faut venir chercher la baisse des carburants. C'est au niveau des taxes. Allez voir la CTG. Mais on leur dit, mais quand même, vous vendez déjà la base, même si c'est le même prix pour tous les territoires sortis SARA. Mais c'est quand même un prix plus cher que la zone sur laquelle nous sommes. Et c'est pour ça qu'on veut que vous fournissiez un produit fini. Comme ça, derrière, peut-être qu'en profitant des prix de la zone, on va peut-être pouvoir payer moins cher. Et d'ailleurs, le rapport le dit, que ça serait moins cher. Donc derrière, vous voyez, on n'est pas là pour dire que tout va bien et que c'est dans le meilleur des mondes, tout le monde est d'accord. Oui, les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres dans cette affaire. Nous avons posé nos conditions. Donc la deuxième réunion était très insatisfaisante pour nous. Nous l'avons dit à la SARA, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune proposition. Du coup, il n'y a pas de réponse à notre question. Pourquoi? Ils nous disent qu'aujourd'hui, ils dépendent de la loi Lurel. OK, dans Tact, on a compris. Donc, il faut casser la loi Lurel. Parce que la loi Lurel n'est pas avantageuse pour
la Guyane. Est-ce que d'ailleurs vous avez découvert ou compris certaines choses tous les deux depuis que le collectif a été créé? On l'a dit, la vie chère, c'est quand même un sujet tentaculaire qui peut être difficile à comprendre sur le fond. Est-ce que avec toutes les rencontres et les recherches que vous avez faites, ça vous est déjà arrivé de vous dire ah oui d'accord, là je comprends mieux pourquoi il y a telle ou telle chose? Paul Tarcy, Van Goua. La grosse aberration, c'est qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Ouais. Les gens, ce qu'ils nous disent, Yann Du, par exemple, qui est très factuel, concret, il faut ci, il faut ça, nous dit, c'est pas la première fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent. La concertation est essentielle, la discussion entre nous est essentielle pour pouvoir arriver en force face aux personnes concernées. Parce que en ne désignant pas un coupable unique finalement et en voulant simplifier un petit peu la situation. Simplifier la situation, avoir des revendications précises, parce que derrière, ça fait des années que les gens disent des choses, mais ça nous rappelle 2017. Ça nous rappelle 2017 où on est arrivé avec des revendications qui dataient de l'année 90, comme on dit en Guyane. Ouais. Donc derrière, c'est ça. Et en même temps, même si aujourd'hui, la mise en œuvre à 100% des accords de Guyane nous est quand même toujours une revendication, mais derrière, au moins, on a cette feuille de route qui est au journal officiel et qui est là, qui expose en fait, et qui expose les revendications. Alors, je le rappelle que votre collectif, il est hybride. Il y a des personnes qui n'ont pas la même couleur politique et qui font partie de votre collectif. Est-ce qu'il y a un consensus, on va dire, au sein de vos rangs, Paul Tarcy, sur déjà le constat et les raisons pour lesquelles les prix sont beaucoup plus chers ici que dans l'Hexagone? Malgré les différences politiques en fait des uns et des autres. Non, mais de toute façon, là, les politiques sont obligés de se mettre d'accord. Oui. Puisqu'on subit tous la même chose. Et bon, on ne peut pas avoir le même prix que l'Hexagone. Pourquoi? Parce que quand on nous dit le transport déjà, et maintenant, vous savez, il y a notre truc qui est sorti, le conteneur va se déposer en Guadeloupe, ensuite venir en Guyane et tout ça. Donc, on est obligé de se mettre ensemble, avoir un consensus d'accord, de travailler ensemble, quoi. On subit la même chose nous tous. Oui, bien sûr. Et vos relations avec les élus, Van Goua, on n'est pas là pour donner des bons ou des mauvais points, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'engagement politique des élus ici en Guyane sur cette question de la vie chère? Bon, c'est dommage, et ça sera toujours dommage. Pour violence, on n'a pas de langue de bois. Ça sera toujours dommage d'être. Je vous l'ai dit, c'est des revendications de plusieurs années ou voilà. Mais aujourd'hui, c'est faire un collectif. Et trouver ce consensus, qu'on soit association, qu'on soit parti politique ou syndicat, c'est la force de la Guyane. C'est pas notre premier combat comme ça. On est en désaccord politiquement parlant, on est en désaccord sur certains sujets, mais on sait sur une situation concrète, on peut trouver un accord. La crise sanitaire, Covid, la vaccination, après 2017, on sait le faire. Après, aujourd'hui, c'est quand même un avantage parce que, là, tu as trop de violence, il y a pété fiel Guyane Rassemblement, comment tu peux travailler qu'il y oui, tu as MDES, mais il va quoi, tu es face à MDES, donc tu peux pas travailler qu'il y a trop de violence. Donc là, on a des personnes responsables qui ont su prendre la décision de travailler ensemble sur un point, la vie chère. Et donc derrière, c'est positif pour la Guyane. Parce que là, par exemple, nous sommes en train de travailler à une motion qui va être présentée aux élus. Donc là, nous allons bien sûr tous, très bientôt, regarder vers les élus de la collectivité territoriale de Guyane qui est assise là avec nous, à travailler avec nous depuis octobre. Donc personne ne peut dire qu'ils n'étaient pas au courant, personne ne peut dire qu'ils ne savent pas ce qu'on fait. Et donc là, il s'agira pour nous, cette motion, ce sera quoi? Un document qui rassemblera des solutions concrètes à mettre en place assez rapidement, des attentes à ce stade, des attentes, des engagements, des revendications, une volonté de baisser les prix, c'est ça le sujet. Et puis derrière, durablement, concrètement, en Guyane. On parle tout le temps de la vie chère, je disais tout à l'heure, la vie chère en Outre-mer de manière générale. Est-ce qu'il y a, d'après vous, Van Goua, des solutions guyanaises, j'ai envie de dire, des choses à mettre en place ici, sur le territoire, sans que ça devienne tout de suite un grand sujet national et qui touche aux Antilles, à l'Hexagone et à tous les autres territoires? Mais bien sûr, mais vous parliez par exemple vous parliez d'aberration, on parlait tout à l'heure d'aberration, de choses qui sont là depuis longtemps. Mais en fait, moi j'ai entendu ça quand j'étais jeune et je l'ai entendu là dans les ateliers. On est en Guyane. Donc c'est pareil, en tout cas ça concerne la Guyane, c'est sûrement pareil pour Martinique, Guadeloupe, mais déjà la Guyane. Et on ne bénéficie pas, quand par exemple ou même j'imagine GBH, etc.,
quand ils vont acheter au niveau national, parce qu'on nous oblige quand même, c'est ça le principe même d'une colonie, de recevoir tous les produits de la France. Donc derrière, on nous force à consommer des produits de l'Hexagone et en fait, on n'a pas droit aux promotions. Lorsqu'il y a une promotion sur tel produit, non, les Outre-mer sont exclus. Et ça fait des années qu'on a ce problème-là. Donc oui, la nouvelle loi, pour moi, elle ne peut pas échapper à enlever, et on parlait récemment de la charte sociale qui n'était pas, qui ne prenait, dont on n'avait pas le droit de bénéficier dans les Outre-mer. Oui. C'est pareil en fait, mais il y a des aberrations qui sont là, qui datent sûrement de la colonie, mais qui sont incompréhensibles qu'en 2025, aujourd'hui, ça soit encore là. Donc oui, aujourd'hui... on peut mettre des choses en place directement ici et adapter aux réalités guyanaises. Et puis, pouvoir consommer. Alors là, on parle souvent de l'évolution statutaire ou de l'autonomie alimentaire. Parce que ça aussi, ça fait des années qu'on dit qu'il faut qu'on puisse pouvoir acheter chez nos voisins. Donc, quand à un moment donné, là, ils ont fait une installation au Grand Port maritime et qu'ils installent le PIF au Grand Port, mais quelle aberration. On a des produits qui rentrent par nos deux frontières. On ne cesse de dire qu'il y a des produits qui rentrent à Saint-Laurent, qui viennent du Suriname ou par le Brésil, etc. Oui. Et on met le PIF à dégrader Cannes. Il y a plusieurs pistes et propositions qui ont été abordées, dont celle par exemple de créer un observatoire des prix qui soit géré par la collectivité, par la CTG et plus par l'État, comme c'est le cas aujourd'hui avec les OPMR, donc Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les Outre-mer. Le Sénat de son côté, il préconise davantage de budget pour les OPMR avec une consolidation aussi de la gouvernance dans la lutte contre la vie chère. Tant que le contrôle ne sera pas renforcé, Paul Tarcy, on continuera d'avoir des prix élevés et des pratiques qui manqueront de transparence. C'est un des points, c'est un des leviers qu'il va falloir actionner là dans les années qui viennent. Je pense que je préfère laisser Yvan répondre à ce sujet-là. Pas que, il faut les controles. Il faut les contrôles. Mais quand on parle, encore une fois, excusez-moi, de Marie Passoula, il faut leur donner les moyens aussi de pouvoir baisser les prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il faut contrôler parce qu'il y en a qui ont apparemment touche plus le sol là-bas, le couac à 10 euros le kilo ou la bouteille de gaz, donc il y a des gens qui ne touchent pas le sol, mais derrière, oui, le contrôle, mais aussi les moyens en fait de pouvoir, là aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des solutions purement moyennes, il faut développer le territoire et on en revient aux mêmes choses, il faut développer le territoire, il faut développer des filières, c'est pour ça qu'on a voulu cadrer nos travaux, parce qu'il y a les enjeux de construction politique, etc. Et puis, il y a effectivement aujourd'hui, tout de suite, comment on peut faire pour baisser les prix dans les magasins, parce que derrière, il faut qu'on baisse les prix dans les magasins. Oui. C'est toucher tout de suite les 14 étapes, c'est toucher le transport, n'en déplaise à certains, c'est toucher la seule personne qui nous fournit en carburant, et c'est aussi, du coup, l'État adapter la réglementation. Oui, c'est vrai que sur ce sujet-là, j'ai réécouté tout à l'heure plusieurs interventions des 3-4 derniers ministres des Outre-mer, parce que la question de la vie chère, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et la conclusion à chaque fois de leurs interventions, c'est de dire, pour lutter contre la vie chère, il faut développer les économies locales, développer et viser l'autonomie alimentaire pour réduire la dépendance finalement aux importations. En soi, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui est d'accord sur le principe, sauf mais on fait rien. Voilà. On fait rien. Et on en revient à la case départ. Et puis, il faut faire attention. En attendant, on fait bien quoi sûr. finalement? Oui, mais il faut faire attention parce que derrière aussi, il y a cette volonté de toujours après vouloir transférer le bébé aux locaux. Ouais. Mais c'est pas nous qui aujourd'hui faisons que nous n'avons pas le droit de commercer avec nos voisins. Ce n'est pas nous qui faisons qu'aujourd'hui nous n'avons que il y a deux prestataires pour pouvoir ramener la marchandise en Guyane. Donc en tout cas une réponse structurelle, on va dire, sur il faut développer les économies locales et une réponse plus technique, point par point sur comment est-ce qu'on fait concrètement pour réduire les prix. Concrètement parlant, comment on fait pour réduire. Et ils ont la main. Et c'est possible. C'est-à-dire que, pareil, ils ont décidé que nous n'avons pas le droit de manger de l'avocat parce que c'est des produits interdits dans l'importation. Donc derrière, s'il y a des choses, il y a une réglementation à faire pour que les choses soient adaptées. Après, la production locale, il n'y a pas de secret. Ça, on en parle, on le dit souvent à la CTG. Et ça fait partie de leurs prérogatives. Donc, développer les filières, donner les moyens à la filière.
Pour produire directement sur place. Voilà. Mais derrière, l'État peut pas se désengager en disant c'est un problème local. Ouais. Et derrière, on n'a pas les moyens pour pouvoir faire les choses. Mine de rien, depuis ces derniers mois, il s'est passé beaucoup de choses. On l'a dit, les manifestations en Martinique, une proposition il y a quelques semaines, une proposition de loi du Parti socialiste qui a été adoptée en première lecture pour lutter contre la vie chère dans les Outre-mer. Ce rapport d'information aussi, j'en parlais, du Sénat sur la question. De quel œil est-ce que vous regardez tout ça, Yvan Goua, la manière avec laquelle le sujet il est en train de s'imposer peu à peu, on va dire, à Paris finalement? C'est très bien qu'il s'impose à Paris. Après, faut pas aller trop vite en fait, parce que cette loi elle est sortie et du coup la Guyane, voilà, aujourd'hui la Guyane est une terre de dérogation. Donc on est content d'avoir commencé nos travaux en octobre. Parce que derrière, on a des demandes concrètes, des revendications concrètes. Et donc derrière, ce sont des choses qui seront ajoutées justement dans une future loi sur la vie chère. Ouais. Mais derrière, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les parlementaires pour pouvoir faire les choses comme il faut. Mais derrière, aujourd'hui, le national a trop cette habitude de vouloir faire des lois pour nous, sans nous, en fait. Et qui ne sont pas adaptés à la fin. Et qui ne sont pas adaptés à la fin et qui sont après, donnent après des dérogations. On a commencé cette interview en parlant de votre démarche, Yvan Goua. Là, très concrètement, les prochaines réunions de votre côté, ce sera avec qui pour discuter de quoi ? Là, on a à peu près 3 sujets sur le feu. Alors déjà, je remercie les auditeurs et merci aussi d'ailleurs aux médias qui nous donnent la parole, parce que ça nous donne l'opportunité, par exemple, là très prochainement, de rencontrer les gérants de stations de service, qui du coup, suite à la répétition, c'est de la pédagogie. Donc du coup, on va les rencontrer. Donc on le rappelle, le collectif est ouvert. Et nous n'avons pas la science infuse. Donc, si vous voulez travailler pour la Guyane et si la vie chère, ça vous concerne, n'hésitez pas à venir à notre rencontre stopvichereguyane@gmail.com. Lutter de façon concertée contre le sujet de la vie chère. Allez-y, Yvan Goua. Et donc, les prochaines échéances, c'est CMA-CGM, rendez-vous manqué lundi. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci, ils nous ont dit, donc date à reprogrammer. Et la partie élue de la collectivité territoriale de Guyane, que c'est vrai qu'on avait demandé un référent, mais on veut que ça soit une décision politique que de travailler, de baisser les prix, parce que comme on l'a dit, ça engage quand même d'autres enjeux, développement des filières, développement économique, etc. Donc nous sommes en train de travailler sur une motion, enfin l'élu référent justement a proposé une motion, nous avons échangé avec le collectif et donc ça sera présenté aux élus. Le but est que ça soit voté, voilà, et qu'on ait cet engagement ferme. Et puis, après, une fois, il y a bien un moment, il faudra s'arrêter de se concerter et puis aller voir l'État, parce que, voilà, il y a de gros enjeux réglementaires et de structuration, de moyens nationaux à mettre en place. Yvan Goua, Paul Tarcy, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Paul Tarcy, allez-y, bien sûr. Je vous disais tout à l'heure, ce qu'on arrive à travailler ensemble, nous ne sommes pas du même groupe, pas du même politique et tout ça, mais nous sommes des militants. Bien sûr. Des militants formés et réfléchis. Et on sait ce qu'on veut pour notre pays. Ouais. Et aller au-delà des divergences politiques qui peuvent exister. Oui, bien sûr. Les militants, quand on est militant, on sait ce qu'on veut. On est formé, on a réfléchi, on a une vision du pays. On n'a pas une vision personnelle à toi, à moi. Et après, ça peut se détacher, mais quand on se groupe comme ça en collectif pour cette forme de travail-là, tout est à côté, c'est la famille, c'est nous, c'est le pays, quoi. Objectif, lutter ensemble contre le sujet de la vie chère, on l'aura bien compris. Voilà. Merci encore à tous les deux, très bonne journée.